Et pour notre Zoom de ce soir, je reçois Guillaume Bernard. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures. Vous êtes spécialisé en histoire des institutions et des idées politiques. Vous avez publié et coordonné d'ailleurs de nombreux ouvrages, plusieurs ouvrages scientifiques ou destinés au grand public. C'est d'ailleurs le cas du dernier en date, puisque en collaboration avec Frédéric Monera, vous publiez l'instruction civique pour les nuls aux fameuses éditions First. À quoi cet ouvrage permet, Guillaume Bernard, comme l'affirme d'ailleurs dans sa préface Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, de mieux vivre la démocratie et la République par les temps qui courent? Oui, nous avons essayé, avec Frédéric, d'apporter un certain nombre de connaissances indispensables aux lecteurs et, de manière plus générale, aux citoyens, pour tout simplement être conscient, je dirais, des choix auxquels il est confronté. C'est-à-dire que nous avons essayé de faire véritablement un ouvrage qui soit pédagogique, qui soit didactique et qui permette au lecteur de connaître le fonctionnement des institutions, les grands débats historiques, les débats de société d'aujourd'hui, et de présenter de manière la plus neutre possible, ou du moins la plus objective possible, les différentes alternatives qui se présentent à nous. Et beaucoup d'objectivité, c'est vrai, mais l'instruction civique, c'est quand même totalement dépassé, quoi. Je suis désolé de vous le dire. Usé à une époque où le moi est préféré au nous. Et au mieux, j'ai regardé dans les collèges, l'instruction civique a été remplacée par une éducation civique, juridique et sociale. Et ça, c'est au mieux. Oui. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans votre question. La première chose, c'est que nous avons fait volontairement un ouvrage d'instruction civique et non pas d'éducation. Si je voulais dire les choses de manière, un peu simplificatrice ou du moins d'une manière simple, l'instruction, le choix donc de notre titre, c'est dans l'objectif effectivement de permettre au lecteur d'être conscient des enjeux et donc de faire son choix ou, pourquoi pas, effectivement, de savoir effectivement pourquoi il défend une position précise. Voilà. On est souvent, je dirais, on a souvent une opinion sur une question. Ce qui nous importe, c'est de se dire que le lecteur saura pourquoi il défend cette position, pourquoi pas, il pourra peut-être en changer. Mais en tout cas, c'est un objectif d'instruction et non pas d'éducation, c'est-à-dire d'instruction dans le sens où il s'agit d'offrir des outils, des instruments pour être intellectuellement libre et non pas une éducation qui aurait plutôt pour but de formater les esprits. Alors pourquoi pas faire l'instruction civique pour les profs et non pas pour les nuls, même si l'un n'empêche pas l'autre quelquefois. L'un n'empêche pas l'autre nécessairement, vous êtes quand même dur avec un certain nombre de nos collègues du secondaire, mais l'ouvrage est dans une collection qui est l'instruction civique pour les nuls, enfin dans la collection pour les nuls. Donc c'est un ouvrage qui est destiné au grand public, mais on ne désespère pas du fait qu'un certain nombre de nos collègues puissent utiliser cet ouvrage pour préparer leurs cours. D'ailleurs, nous avons regardé systématiquement les programmes des classes du secondaire, de telle manière que l'ensemble des sujets qui sont susceptibles d'être abordés dans les cours d'éducation civique au collège et au lycée, soient effectivement traités dans cet ouvrage. Donc on a fait un ouvrage global sur l'ensemble des questions qui sont susceptibles d'être abordées par les enseignants et par les élèves du secondaire. Alors on a toujours le sentiment que cette collection de chez First pour les nuls est quelque chose de pédagogique, mais toujours assez simplificateur et sans grande ambition. Or là, ce n'est pas du tout le cas. Oui. C'est un faux procès qu'on fait aux éditions First. La preuve, puisque vous avez vraiment une volonté, c'est celle de connaître, de faire connaître les principes de la France et de la République. Vous dites les deux termes d'ailleurs, ses symboles, son histoire, ses institutions, son fonctionnement, identifier les nouveaux défis. Rien que cela en 370 pages. Oui, c'est un défi effectivement assez important. L'idée, c'était véritablement d'essayer d'avoir un ouvrage qui rassemble l'ensemble des questions, je dirais, qui font le lien social. Bon, donc des questions historiques, des questions institutionnelles, des questions sociétales, comme on dit aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que il a fallu essayer d'être le plus clair possible.
eh bien, je peux vous assurer que ça n'est pas simple. Le fait de rédiger de telle manière que on ne fasse aucune concession d'un point de vue scientifique, mais qu'en même temps on soit susceptible d'être compris par le plus grand nombre, c'est un véritable effort d'écriture. Et je suis heureux avec Frédéric d'avoir tenté l'aventure et je l'espère d'avoir réussi, d'avoir atteint le bon port. Je ne sais pas, ce que je sais, c'est que vous prenez à bras-le-corps des questions qui sont souvent très difficiles, et peut-être plus encore depuis le 13 novembre dernier d'ailleurs, oui. Comme par exemple la question de l'identité nationale. Vous faites un distinguo entre deux visions globalement, qui serait une vision moderne en s'appuyant sur la somme des identités particulières, et puis une vision peut-être plus classique. Et vous répondez, ou vous essayez de répondre à une question qui est fondamentale, qu'est-ce qu'être français ? Oui. Alors vous avez abordé précédemment la question du distinguo entre la France et la République. Elle rejoint ce distinguo rejoint ce que vous évoquez là, c'est-à-dire la question de l'identité nationale. Et c'est vrai que il est important de comprendre que il y a des idéologies qui, sans que forcément la personne qui tient un discours s'en rende compte, il y a des idéologies qui peuvent incontestablement orienter la manière dont on va présenter les choses. Est-ce que le tout, le corps social, ce n'est qu'une somme de parties, ou est-ce que, à l'inverse, effectivement, la société existe en tant que telle? À l'origine de cette alternative, est-ce que être français, c'est simplement être soi-même et apporter son identité particulière pour constituer la France, ou est-ce qu'à l'inverse, être français, c'est s'inscrire dans un corps social qui a une identité en tant que soi? C'est une vraie question qui remonte à la philosophie politique antique. C'est l'opposition, effectivement, entre ce qu'on appelle la sociabilité naturelle, qui est défendue par tout le courant, je dirais, classique, depuis l'Antiquité gréco-romaine jusqu'au XVIe siècle, et puis, de l'autre côté, eh bien, la philosophie politique moderne, qui, à partir du XVIIe siècle, avec des soubassements au XVIe et même antérieurs, mais à partir du XVIIe siècle, défend l'idée que le corps social n'est que le résultat d'un contrat social. Et donc, effectivement, là, on retrouve la question de la France, du distinguo entre la France et la République, c'est qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, on a une difficulté à comprendre, je dirais, la question de l'identité, parce que certains défendent la France en tant que le corps social qui est un corps social naturel, et de l'autre côté, ceux qui défendent une France qui ne serait que le contrat social républicain. Ça ne veut pas dire entre les deux. Non, alors non, parce que ça n'est pas un essai, ça n'est pas comment dire une prise de position, je dirais, des auteurs. Et en l'occurrence, c'est vrai que sur certains points, avec mon camarade Frédéric Monera, nous avons parfois des divergences. Donc on a dû faire effectivement, je dirais, des compromis. Est-ce que la solution civique, ce n'est pas de dire ce qui est le bien et le mal, quoi. Voilà, la France, c'est ceci, c'est cela. 1, 2, 3, c'est comme ça qu'on l'a appris en d'autres temps. C'est peut-être comme ça qu'il faudrait apprendre. Oui, alors cela dit, c'est pas point 1 ou point B, point 2 ou point 3. Bon, l'ouvrage est destiné quand même plutôt à des adultes, même si j'espère qu'un certain nombre d'adolescents pourront le consulter, mais il est destiné à des adultes pour leur fournir des connaissances, encore une fois, pour qu'ils puissent faire leur choix. Et donc, nous n'étions pas du tout, d'où le titre, comme je vous l'ai dit, nous n'étions pas du tout dans l'idée de faire un ouvrage d'endoctrinement, un ouvrage de promotion d'une thèse, mais dans l'objectif qui est de faire comprendre les enjeux. Alors vous prenez un autre enjeu qui est important, là, vous le prenez à bras-le-corps, c'est le débat sur les enjeux des lois mémorielles. Oui. C'est un débat qui est bien évidemment particulièrement difficile, où les avis sont tranchés. Peut-on, alors sans s'écharper, parler de ces lois mémorielles et de les mettre au programme des classes et des collèges? Est-ce que les lycéens et les collégiens pourraient entendre un discours apaisé sur ces questions des lois mémorielles? Écoutez, en tout cas, nous, on a essayé de présenter la manière dont ces lois se sont petit à petit dégagées, et on a essayé de montrer effectivement que derrière quelque chose qui pouvait apparaître comme étant évident, c'est-à-dire la défense d'une certaine mémoire, eh bien, il y avait des enjeux plus difficile, lié au fait que l'histoire, qui est une construction, je dirais, scientifique, eh bien, pouvait être instrumentalisée à des fins politiques. C'est ça que nous avons essayé de montrer, mais bien entendu, nous n'avons pas pris position sur les différents sujets qui sont traités par ces lois mémorielles. Voilà. Maintenant, il est bien évident que la question des crimes contre l'humanité est une question fondamentale qu'il faut que, je dirais, les différents Français puissent, je dirais, connaître de manière sereine. Ok.
Autre sujet évoqué avec beaucoup de prudence, là, c'est celui touchant à l'utilisation de la langue française. Oui. Là encore, vous posez la question de manière assez claire d'ailleurs, voire même brutale, puisque vous dites, l'un ou l'autre des deux auteurs, que la langue française, celle des classiques, de Bossuet à Victor Hugo pour citer de noms remarquables, eh bien cette langue française, elle est vouée au déclin. Point d'affirmation. Il est certain qu'à partir du moment où, on vit dans une société qui voit son lien social, pour prendre un terme évidemment d'actualité, être de plus en plus, je dirais, distendu, la langue française a, je dirais, du mouron à se faire, pour parler un petit peu familièrement. Il y a de plus en plus de gens qui parlent en français dans le monde. Oui, peut-être, mais en tout cas, pour un déclin, mais pardonnez-moi, il y a effectivement l'aspect quantitatif peut-être, mais il y a aussi l'aspect qualitatif qui doit être évidemment pris en considération. Et il est certain, si vous voulez, que la langue, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est grâce à la langue que l'on peut penser. Je ne vais pas revenir à l'épisode de la tour de Babel, mais vous savez bien que lorsque Dieu a voulu empêcher les hommes, je dirais, dans leur projet prométhéen de monter jusqu'à lui, il a introduit la diversité des langues parmi les constructeurs de cette tour pour semer la zizanie. Or, ce que cet épisode-là, historique ou mythique, c'est pas la question, signifie, c'est que la langue, c'est l'instrument qui permet de penser. Si dans une société, il n'y a plus de partage d'une même langue avec sa richesse, avec sa précision, ça veut dire que d'une certaine manière, on ne se comprend plus. Et si on ne se comprend plus, si on ne pense plus ensemble, on ne peut pas construire un avenir cohérent. Est-ce que c'est pas finalement là où on trouve la petite résonance du déclin de la France qui décline, c'est quelque chose qui fait les beaux jours de certains auteurs, journalistes, écrivains, voire même philosophes. Par exemple, la francophonie, vous en dites beaucoup de mal quand vous étiez étudiant, il y avait 18 membres de la francophonie, aujourd'hui il y en a 68. Donc on ne peut pas dire que le déclin passe par les chiffres. La francophonie peut effectivement s'être élargie, mais tout le problème c'est de savoir si la France est encore moteur, par exemple dans la production intellectuelle ou la production scientifique au niveau mondial. Je crois que c'est... Et qui le serait si elle ne l'était pas ? Quels sont les pays qui peuvent prétendre à cela, qu'ils soient de langue anglaise ou regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe en particulier dans le cadre des institutions européennes. Il s'avère que le français est théoriquement une langue officielle, théoriquement une langue de travail, mais que la réalité du fonctionnement, en particulier de la Commission, c'est d'être colonisé d'une certaine manière par l'anglais. Et Dieu sait si je n'ai pas d'hostilité de principe envers une langue en particulier, mais il est certain que si une langue n'est pas pratiquée, ça signifie qu'une certaine pensée, un certain art de vivre, une certaine manière d'envisager les choses, est en déclin. Cela dit, vous évoquiez la question, je dirais, du déclinisme. Cet ouvrage, justement, est un ouvrage qui a été fait dans le but de permettre à nos concitoyens de savoir le plus possible ce qu'ils sont et effectivement de l'assumer. C'est-à-dire que ça n'est pas un ouvrage qui reconstitue l'histoire du passé, mais qui, en connaissant le passé, peut permettre de construire l'avenir. Donc c'est un ouvrage quand même plutôt positif. Mais il est certain que la nécessité de déterminer, de rebâtir, de redéfinir ce que c'est qu'être français, dans un temps où effectivement il y a quand même certaines interrogations qui se posent, c'est peut-être effectivement le signe que pendant un certain nombre de décennies, on a abandonné l'idée de la France, l'idée de la nation, et que par conséquent, un ouvrage comme celui-là était peut-être nécessaire. Bon, alors, le déclin n'est pas inéluctable, tout peut changer. D'ailleurs, ce qui change aussi, et là c'est intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse aux institutions de la France, c'est le rôle du chef de l'État que vous évoquez très, très longuement, et on s'aperçoit que c'est un rôle qui peut varier. On le voit d'ailleurs même en ce moment, puisque le 13 novembre dernier, malheureusement, cet acte a entraîné un changement d'attitude du chef de l'État, dont on dit aujourd'hui qu'il est plus responsable. On évoque même la notion de selon les moments. Et deuxièmement, est-ce que François Hollande, c'est un chef de guerre ? Ça, c'est une question incidente. Alors, pour
répondre d'une manière très, très juridique, très institutionnelle. On le sait, les fonctions du président de la République, c'est l'article 5, c'est-à-dire que c'est celui de la Constitution. C'est-à-dire qu'il est la clé de voûte des institutions, pour reprendre une expression bien connue. C'est celui qui est le gardien du fonctionnement des institutions publiques et celui qui est le gardien, n'est-ce pas, de l'intégrité du territoire. Bon, donc une fois qu'on a dit cela, il est bien évident que la personnalité des chefs de l'État, les rapports de force politiques permettent une plus grande expression, je dirais, du charisme, une plus ou moins grande expression du charisme personnel de celui qui occupe la fonction. Il est certain que la vieille tradition française monarchique permet dans des situations difficiles au chef de l'État d'apparaître comme le père du peuple, ou en tout cas le père des peuples, ou le chef, je dirais, de la nation. Voilà. Alors après, question pour le politologue, vous écrivez dans le Figaro Vox notamment. Voilà. Qu'est-ce que vous écririez sur l'attitude du chef de l'État actuellement ? Je crois qu'il y a une ambiguïté. C'est que et malheureusement elle n'est pas prête d'être levée. C'est que d'un côté, je dirais, on sent quand même une sorte d'artifice, je dirais, dans la réaction des pouvoirs publics qui se mettent d'une certaine manière à instrumentaliser ou à évoquer la nation, la France. Bon, alors que pendant des années, peut-être même des décennies, l'idée de l'identité nationale, l'idée de la France elle-même, ont été, sinon conspuées, du moins quelque peu rabaissées. Donc il faut, je dirais, sans aucun doute se réjouir du fait que un certain nombre de Français, se réaffirment comme tels en utilisant sur les réseaux sociaux ou sur leurs balcons des drapeaux tricolores. Mais il est certain que du point de vue du pouvoir politique, on ressort d'une certaine manière l'appartenance nationale, le lien national, l'ordre public, alors que pendant des années, tout cela a été dévalorisé. Je crains que cela ne participe plus d'une stratégie politique ou d'une absolue nécessité que d'un sentiment profond de la part de nos élites politiques. Est-ce que c'est le symbole de la France aujourd'hui, on peut se dire patriote? Alors, il y a quelques années encore, être patriote était être voué aux gémonies. Aujourd'hui, qu'on soit de gauche, de droite, le mot patriote est à la mode. C'est quand même pour quelqu'un qui s'intéresse à l'instruction civique une belle leçon. Oui, de ce point de vue-là, c'est rassurant. Après, et donc c'est ce que nous avons évoqué en début d'entretien, c'est que signifie effectivement le fait d'appartenir à une nation. Qu'est-ce que c'est d'être le fils d'une patrie? Est-ce que c'est simplement le fait d'adhérer à un contrat social, ou est-ce que c'est le fait de s'inscrire dans une culture? Là, pour le coup, les hommes politiques sont quand même, je dirais, beaucoup moins précis sur cette question. Et je crois que c'est quand même, mine de rien, le fond du problème. Parmi les symboles de la France et de la République, vous évoquez le coq gaulois, encore un peu dans le sport, le 14 juillet. Le drapeau, on le voit, la devise de la République, mais vous ajoutez aussi le service militaire. Est-ce qu'en 2015, tout comme en 1798, on doit dire que tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie ? En tout cas, il est certain que le régime politique que nous connaissons depuis la Révolution française, qui a naturellement évolué, mais qui est les régimes politiques qui ont changé, mais qui sont théoriquement fondés sur les mêmes principes, suppose effectivement que la participation, je dirais, au corps politique ne soit pas qu'une participation passive pour recevoir un certain nombre de prestations, mais que ce soit une participation active. C'est en tout cas la théorie de la souveraineté nationale. Est-ce que vous pensez que si on arrive dans un collège, que vous êtes professeur, pas en collège, mais vous êtes professeur, et vous arrivez devant les collégiens en leur disant il faut rétablir le service militaire parce que c'est un des symboles de la France ou de la République, est-ce que vous êtes audible encore ?
vous avez raison de dire qu'effectivement, il est tout à fait possible que le sentiment d'appartenance ne soit pas suffisamment fort pour qu'une telle idée, je ne la préconise pas nécessairement, mais pour qu'une telle idée, effectivement, soit acceptée. C'est effectivement le délitement du lien social qui est réel. Vous savez, dans la définition dite française de la nation, celle que l'on doit à Ernest Renan, on met sans arrêt en avant l'idée du référendum permanent, l'idée que, eh bien, il faut chaque jour, eh bien, accepter, je dirais, le fait d'appartenir à un corps social, mais on oublie toujours l'autre élément qu'Ernest Renan lui-même met en avant, c'est l'idée que pour qu'il puisse y avoir ce référendum permanent, eh bien, il faut qu'il y ait un patrimoine commun à partager. Et je crois que, d'une certaine manière, et c'est ce que ce livre essaye de montrer, c'est effectivement cette tension entre ces deux éléments, mais l'aspect indispensable de ces deux éléments, c'est que on ne peut pas continuer à dire qu'il existe la France et la République française, pas simplement la République abstraite ou universelle, si on ne met pas en avant le fait que ce régime politique qui est la République, à un moment donné de l'histoire d'un pays, eh bien, s'enracine dans une histoire, dans un passé, dans une identité dont le régime politique ne dispose pas, dont le régime politique est plutôt le serviteur à un moment donné pour pouvoir le transmettre aux générations futures. Dans l'identité de la France, il y a sans doute effectivement la nécessité qu'il y ait une cohésion politique à un moment donné, mais il y a aussi l'enracinement, et c'est peut-être effectivement, et votre question sur le service militaire le révèle, eh bien cette question de l'enracinement dans une identité qui nous dépasse, qui dépasse chacun des individus, qu'il y a incontestablement du travail à faire. Allez, ma dernière question, elle s'adresse à l'observateur de la vie politique que vous êtes, de l'observateur de la vie politique française depuis de très nombreuses années. On l'a vu, ce 13 novembre a bien évidemment marqué les esprits, et évidemment l'ensemble des esprits. Qu'est-ce qui va changer pour la France? Est-ce que quelque chose va changer pour la France? C'est une question très difficile parce que nous sommes encore dans l'émotion et il est certain que le comportement de nos concitoyens, le comportement de la classe politique n'est pas encore, je dirais, parfaitement revenu à son fonctionnement, je dirais, rationnel. Loin de moi l'idée de faire l'apologie du rationalisme, mais il est certain qu'on est encore dans ce qui est de l'émotion. Ce qui est troublant dans cette affaire, pour ce qui est de l'opinion publique, je n'ai pas encore vu, je dirais, d'enquête suffisamment précise pour pouvoir le savoir, mais ce qui est quand même troublant parmi nos élites intellectuelles, politiques, culturelles, c'est que il y a une difficulté à identifier, je dirais, ce qui est susceptible de porter préjudice, dans le fond, à la continuité, à la communauté de destin qu'est la France. Je ne vais pas rentrer dans les débats sur la différence entre islam modéré ou islam radical. J'ai eu l'occasion de prendre position à d'autres endroits, mais il est certain que si l'on refuse systématiquement, ne serait-ce que par exemple pour des questions de stratégie politique, éviter par exemple qu'il y ait des territoires de la République qui n'entrent en sécession, si l'on refuse, je dirais, d'identifier précisément ce qui a été mal fait, en particulier l'abandon de l'idée de l'assimilation, l'idée de ce que pour être français, il ne suffit pas d'être déclaré administrativement français, mais d'être intégré véritablement au corps social, de s'enraciner, de faire souche, même si l'on n'est pas à l'origine français, entre guillemets, de souche, eh bien il est certain que le paysage, je dirais, social ne va pas, je dirais, connaître des avenirs radieux. Je ne veux pas être Cassandre et annoncer des malheurs, mais il est certain que il faut pouvoir identifier ce qui fait défaut dans un corps social pour pouvoir, eh bien, essayer de le mener vers une certaine direction. Ce qui m'inquiète, si vous voulez, dans cette période post-attentat, c'est que qu'il y ait une volonté évidemment d'essayer de réunir, je dirais, la nation, c'est parfait, mais encore faut-il savoir vers quoi on veut la diriger. Quel est l'objectif? Quelle est la finalité vers laquelle le pouvoir politique, eh bien, veut emmener nos concitoyens? Et ça, je ne suis pas certain que la classe politique, de manière générale, ait véritablement une vision précise de ce qui, eh bien, est son objectif.
Merci beaucoup Guillaume Bernard. Je vous invite donc à lire l'instruction civique pour les nuls. Avec les nuls, c'est le slogan des éditions First. Avec les nuls, tout est facile, me voilà rassuré. Merci. Merci.